Salut à tous et bienvenue entre deux lignes sur Full Attack. Une fois de plus, on se donne, allez, quelques minutes pour parler d'un sujet qui m'inspire entre deux trajets à choisir dans un run, deux lignes d'articles que j'ai à écrire pour le mag. Cette fois, on va tenter de répondre à la question qui va bien, en station ou en bike park, est-ce qu'il vaut mieux rouler sur un vélo d'enduro ou de descente? Allez, on met les pieds dans le plat direct. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, Santa Cruz a officialisé le V10, 8e génération. Bon bah, c'est pas forcément le détail le plus important du discours marketing que j'avais eu envie de relayer, mais au détour d'une phrase, le pitch du V10, pour vanter son existence et son intérêt, glissait qu'au fond, les vélos d'enduro ont beau être ce qu'ils sont aujourd'hui, il n'y a rien de mieux qu'un vélo de descente pour rouler en station. Voilà. Dit. Bon, qu'est-ce qu'on en fait de cette affirmation? Bullshit marketing ou vérité? Bon bah déjà, on pose quelques bases. À savoir pourquoi la question se pose de nos jours. D'abord, ça vient du fait que ça fait maintenant une bonne grosse vingtaine d'années que rouler en station et en bike park, ça se développe. Et qu'en station et ou en montagne, forcément, ça peut se passer différemment d'ailleurs. La pente, le dénivelé, les rochers, les racines, la vitesse, la taille des modules et des sauts, l'état des pistes avec les passages parfois très nombreux et ou la météo qui fait son œuvre, bon bah, rouler en station ou en parc, quelque part, ça s'improvise pas. Ça a quelque chose de différent de rouler sur des chemins plus naturels, même si... J'aime pas ce mot. Faut le prendre avec des pincettes. Dans tous les cas, du coup, on se pose la question du matos, dont le vélo, qu'il faut utiliser. Si on n'a qu'un vélo de cross semi-rigide à la maison, c'est assez simple. Plié, je veux dire. La question comme le vélo d'ailleurs, si on s'y risque. Mais enfin, depuis quelques temps, les vélos d'enduro existent et se développent. Et la question se pose de nouveau, clairement. Après tout, ces vélos sont faits pour se faire plaisir en spécial, donc en descente. Et puis, les toutes premières courses d'enduro, au milieu des années 2000, elles faisaient la part belle aux remontées mécaniques. Les 10 000 mètres de dénivelé négatif de la Tribe 10 000, qui vient de disparaître des radars d'ailleurs, c'était pas à la pédale. Je veux dire, pas pour remonter en tout cas, on remontait en télésiège. Et dans le même temps, ceux qui ont déjà fait la méga le savent, sans un peu d'entretien et d'attention, là-haut, le vélo il prend 10 ans en l'espace d'une semaine, quoi. Du coup, pendant longtemps, rouler en station en enduro, ça se faisait, mais c'était clairement au détriment de la santé du matos. Un gros point pour les vélos de descente et de parc, clairement plus costauds, sauf que les vélos d'enduro se sont clairement développés ces derniers temps. On les a vus prendre du débattement, on les a vus prendre de l'angle, de l'empattement, des plongeurs plus gros, des freins, des roues, des pneus, des cintres plus larges. Bref, aujourd'hui, quand on prend un enduro en 170 mm qui a 63-64 degrés d'angle de chasse, plus de 1250 mm d'empattement, des plongeurs de 38, des freins 4 pistons en 200-220 mm, des roues à jantes renforcées en 30 mm, des pneus carcasse DH, on est en droit de se dire que clairement ça peut rouler en station. Et quelque part on n'a pas tort. Du moins, perso, c'est clairement ce que je me dis ces dernières années avec les essais Full Attack. Franchement, un Transition Spire, un Santa Cruz Mega Tower ou Nomad, les Yeti SB160 et SB165, le Score 4060, le Jekyll, ils ont leur place en station ceux-là. Et je dresse juste là la liste des vélos que j'ai passé à l'essai récemment. Il y en a d'autres sur le marché qui mériteraient de s'y intéresser pour confirmer leurs promesses en la matière. C'est pas une liste exhaustive, loin de là. Bref, perso, je me suis un peu laissé enfermer dans cette idée-là, quoi. Et puis l'été dernier, j'ai eu l'opportunité de rerouler sur un vrai vélo de descente. Et il y a surtout une expérience qui m'a remis un peu les idées en place. Whistler. Bon, forcément, je vais pas bouder mon plaisir. C'est une expérience de dingue. D'ailleurs, j'ai bien l'intention de vous en parler aussi sur Full Attack. Mais pour ce qui nous intéresse ici, je vous plante le décor. Semaine des Crankworx, lancement de la Boxer et du Vivid. Pour les rouler, j'ai deux vélos, taille L, et un forfait. Autant dire que je suis le roi du pétrole. Un YT2, donc le modèle de descente YT, avec la Boxer et le Vivid, et le Mega Tower que vous connaissez avec une Zub et le Vivid. Bref, clairement, un vélo de descente et un vélo d'enduro moderne, comme on vient d'en parler, à rouler sur le bike park le plus réputé du monde. Alors déjà, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de mettre les fesses sur un vélo de descente, il y a un truc que vous ne pouvez pas rater, c'est la position. Quoi qu'il arrive, ça donne l'impression que tout est fait pour que le vélo soit le plus compact verticalement. Exemple, la selle est plus basse encore que sur un enduro moderne avec une tige de selle à grand débattement. Pourtant, commence à être confort avec les tiges en 200 mm.
Entre le Two et le Mega Tower, par exemple, on parle de 3 cm de dégagement en plus. Alors, quand on voit que ces 3 mêmes centimètres, c'est ce qui fait la différence pour certains dans le choix des tiges de sel télescopiques, bah, vous m'avez compris, quoi. Il n'y a pas que ça qui fait que, mais au final, ça donne l'impression de pouvoir positionner bien plus facilement sur l'arrière et que quelque part, c'est fait pour que le poids du pilote y soit assez naturellement placé. Ensuite, je vais être encore un peu technique, mais pour le coup, il y a 2 choses assez simples à saisir. La première, c'est le fait que sur un vélo de descente, la fourche est nécessairement à double T. C'est d'ailleurs une des caractéristiques qui définit un vélo de descente quelque part. C'est pas écrit noir sur blanc dans les règlements, mais il y a guère que Fabien Barrel pour avoir tenté de remporter le titre des mondiaux en simple T il y a longtemps et sur une piste qui le permettait peut-être. Mais enfin, il n'a pas gagné. Ça pourrait changer, mais pour l'heure, le double T en descente, c'est un acquis. Eh bien, cette architecture double T, elle a, entre autres, un effet certain. Au freinage. Quand vous touchez au frein avant, qui plus est, si vous avez un gros disque qui doit augmenter sa puissance, eh ben c'est un fait. À diamètre de plongeur identique et fourreau proche, le double T génère une rigidité et précision frontale plus importante. Si bien que sur un gros freinage, quand on plante les freins, la roue avant passe moins sous le cadre. Alors l'autre détail non négligeable, c'est le débattement des suspensions. Actuellement, un vélo de descente, ça tourne autour des 200 mm de débattement, quand un vélo d'enduro tourne autour des 170 mm. Grosso modo, 3 cm sur le papier. Alors, on peut toujours se dire que c'est que 15% du débattement total et que face à un rocher de plusieurs dizaines de centimètres ou à la réception d'un saut de plusieurs mètres, 3 cm, c'est pas ce qui va changer la face du monde. Mais en matière de suspension, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est pas tant la course supplémentaire que ça apporte que les comportements de suspension que ça implique qui sont importants. Déjà, on l'a vu en présentant la Boxer justement, la configuration double T permet d'avoir un volume d'air plus important dans la fourche. Du coup, quand on s'approche de la fin de course, ça monte moins vite en pression, ça verrouille moins. Du coup, quand on est à 165 mm sur la ZEB, l'équivalent, on est proche de la fin. C'est monté fort en pression dedans, alors qu'à 165 mm sur la Boxer, on est serein, on a encore de la marge. La logique est la même à l'amortisseur. Les vélos de descente utilisent des amortisseurs un peu plus longs qui parfois en profitent pour avoir un volume un peu plus important. Donc c'est pas le cas de la cinématique et de ses courbes qui font le job pour avoir le même rendu. D'ailleurs, à ce sujet, je vais pas exploser les quelques minutes qu'on s'accorde ici pour rentrer dans les détails, mais clairement, il y a des différences et des partis pris. D'ailleurs, les enduros qui sont réputés pour se rapprocher le plus des vélos de descente, pour l'heure, sont assez souvent ceux qui sont aussi réputés pour pas si bien pédaler que ça. Et oui, parce que c'est ça aussi la grosse différence en matière de cinématique et de géométrie. Concevoir un vélo pour ne faire que descendre ou devoir aussi pédaler, c'est pas la même, quoi qu'on en dise. Bon, mais alors, vous allez me dire, une fois sur le terrain, elle est où la différence? Dans quel cas de figure on la remarque? Et qu'est-ce que ça peut nous apporter d'être sur l'un ou sur l'autre de ces vélos? Si on en revient à Whistler, vous savez que sur ce bike park, les trails sont classés selon 2 catégories. Jump trail, où il faut savoir sauter, et les technicals, bien défoncés, bien pentus, bien techniques, bien scabreux. Sur les premiers, il faut s'imaginer des virages relevés, des rollers, des sauts, tout ça plus ou moins rapide et gros en fonction du niveau de la piste. Et ben là, j'ai envie de laisser le débat assez ouvert. Chaque type de vélo a son avantage et ça dépend un peu de vos propres capacités techniques. Le vélo d'enduro, si c'est votre vélo de tous les jours, vous y êtes habitué. Peut-être même pour sauter sur vos propres chemins à la maison. Et puis, avec un peu moins de débattement et un peu plus de dynamisme vertical, il vous permet peut-être aussi de générer un peu plus de vitesse dans les virages et entre les sauts. La vitesse qui peut être nécessaire pour passer les plus gros d'ailleurs. Même si la vitesse, ça ne fait pas tout. Il faut aussi savoir sauter, transformer la vitesse en amplitude le moment venu. Alors que le vélo de descente, lui, il a de son côté le fait que la vitesse, une fois acquise, il sait la garder plus facilement. Si la piste est pas très propre, là aussi, ça peut aider. Dans l'appel d'un saut, la montée en charge moins importante, dont on a déjà parlé, est un peu qui tout double avec un vélo de descente. Sur l'enduro, auquel vous êtes peut-être habitué, soit vous vous faites racketter parce que ça monte trop vite en charge, soit vous avez appris à faire avec et peut-être que vous l'utilisez justement pour gagner un peu d'amplitude et de hauteur. Sur le vélo de descente, du coup, soit ça vous paraît plus stable à l'envol, soit ça manque de pop. En l'air, globalement, l'enduro se manipule et se place plus facilement, mais il peut peut-être aller un peu trop loin. Alors que le vélo de descente, lui, il est un peu plus stable, mais il peut un peu se faire embarquer par l'inertie.
Et à la réception, par contre, c'est bien connu, il faut toujours être un peu plus propre dans l'endroit où on pose avec le petit vélo qu'avec le gros, qui lui pardonne un petit peu plus les approximations et les mises en travers, quoi. Donc à mon avis, en matière de saut, ça peut se discuter, c'est 50-50. Si on décompose comme on vient de le faire, c'est un peu au cas par cas que ça se situe en fonction des compétences de chacun. C'est pas aussi simple que « Oh, bah le gros vélo, au moins, si je tape court, il va me sauver la mise ». Non, c'est un peu plus complexe que ça quand même. Par contre, là où à mon avis c'est un petit peu plus tranché, c'est sur les traces les plus techniques. Celles qui sont bien défoncées, bien engagées. En fait, dès qu'on rentre dans un champ de racines ou de pierre, bah déjà, la différence se fait sentir. Tiens, je vous prends ce bout de piste de Whistler pour bien saisir. C'est assez représentatif. Sur le haut de Garbanzo. On entre dans du rapide relativement rectiligne, avec un champ de racines et des rochers qui sont entremêlés. Puis ça finit par tourner un peu plus dans la pente avec quelque chose qui ressemble à des fausses épingles. On est au Canada, il n'y a pas de vraies épingles, on n'est pas en Europe, mais elles se sont creusées avec le temps. Alors, j'y suis passé plusieurs fois pendant mon séjour. D'abord, avec le Whitey. J'ai pris mes petites habitudes, mes repères, mes lignes, au point de me sentir à l'aise, et tellement que le jour où j'y suis retourné comme une fleur avec le Mega Tower, alors que je le connais pourtant bien, bah ça m'a fait tout drôle. Déjà, dans les racines, c'était pas la même. On peut tenir les mêmes lignes, mais faut être bien plus propre, précis et engagé avec le petit vélo, sans quoi il finit par se mettre en crabe et c'est fini, alors que le vélo de descente, lui, bah il garde sa ligne et il continue tout droit. Pourquoi? Bah, souvenez-vous ce qu'on a dit sur le débattement et la montée en charge des suspensions. Là, ça se sent clairement dans les racines et dans les trous. Du coup, il se peut que les suspensions finissent par talonner ou qu'on soit vraiment proche de la fin et que l'assiette du petit vélo, bah, elle soit plus aussi stable que celle du gros vélo qui continue. Blablabla. Même esprit un peu plus loin dans la pente et les fausses épingles déjà, quand on touche au frein, la roue avant passe pas sous le cadre avec le vélo de descente. L'effet du frein est plus marqué, plus précis, donc on a un sentiment de contrôle qui est plus important. On gagne quelques petits dixièmes de seconde qui font la différence quand il faut prendre des décisions et réaliser un geste de pilotage pour placer le vélo. Ça a l'air de rien, mais ça peut faire la vraie différence entre « Ouh, je suis passé » et « Cata ». Et puis, les trous de freinage, ça tape clairement moins dans les mains. Là encore, le vélo est plus posé. Et la combinaison du vélo qui est moins à sa limite et qui offre un peu plus d'aisance pour se mouvoir, fait qu'au moment de plonger la roue avant dans le trou, avant de tourner, ben on se sent moins dans le trou, justement. Et du coup, même si à première vue, le virage semble serré et qu'on se dit qu'avec un vélo de descente double T, bah, ça va être compliqué de tourner, en fait, non. On est mieux pour déployer sa gestuelle, prendre appui, tenir sa ligne et tourner. Ça peut faire la différence. Avec le vélo de descente, on a clairement plus de temps pour faire le bon geste et engager. On est moins sur la sellette, on est moins sur le qui-vive de se dire « Oula, le vélo il est un peu sur la limite là, il va me faire un sale coup ». Et alors, ça fait la différence sur le moment pour produire le geste technique en lui-même et à la longue, où l'attention et les dispositions supplémentaires que ça demande, sur un vélo d'enduro, bah forcément, ça fatigue un peu plus vite le bonhomme. En fait, si vous avez l'opportunité de rouler sur un vélo de descente, vous verrez que ce que je détaille là, ça correspond au fait que rouler avec un vélo de descente, c'est rouler différemment. Pour rigoler, moi j'aime bien dire que l'espace-temps est différent sur un vélo de descente. On va plus vite, mais paradoxalement, l'impression de vitesse est parfois moindre. On peut avoir le sentiment d'avoir plus de temps pour faire les choses. Et d'ailleurs, les mouvements et leurs amplitudes sont différents. Le timing du pilotage n'est pas le même. Donc rouler en station sur un vélo d'enduro ou de descente, c'est pas pareil. Et maintenant, vous savez pourquoi avec ce qu'on vient de détailler là. Alors du coup, vaut mieux rouler en vélo de descente ou d'enduro en station? Bah ça dépend. Si c'est pour rouler le plus vite possible, en vélo de descente. Si c'est pour avoir l'impression de rouler vite, ça se discute. Si c'est pour sauver du matos, bah, ça dépend de la vitesse à laquelle vous avez l'intention de rouler. Et si c'est pour vous gaver de dénivelé négatif, bah, ça dépend un peu de votre tempérament. Si vous êtes plutôt enduriste, avec le côté défi d'empiler les runs et les runs et les runs, ou si vous êtes descendeur, amoureux du beau geste avant tout, du flow et de la satisfaction que ça procure. Quelque part, une fois de plus, ça dépend de vos envies, de vos attentes, de vos possibilités, de vos intentions. Et ça, bah on peut en discuter en commentaire à la suite de cette vidéo sur YouTube et sur Full Attack. À très vite. Merci. Ciao, ciao.